Bonjour et bienvenue dans Cap ou pas Cap, l'émission de ceux qui relèvent leurs défis. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Samir Benjeloun. Bonjour Samir. Bonjour Julienne. Comment est-ce que tu vas? Je vais très bien, je te remercie et un grand merci pour cette invitation. Je t'en prie, on est ravis de t'accueillir. Peux-tu nous dire ce que tu fais aujourd'hui professionnellement? Bien sûr, donc aujourd'hui je suis responsable ressources humaines chez L'Oréal et ce depuis 3 ans dans la division Dermatological Beauty, donc la beauté dermatologique, qui regroupe 5 marques de dermocosmétiques qui sont La Roche-Posay, Vichy, Laboratoire, SkinCeuticals, Skin Better Science et CeraVe. Ok. Et qu'est-ce que tu fais exactement? Quel est ton rôle en tant que RH? Alors, l'ambition qu'on a en tant que RH chez L'Oréal, c'est d'accompagner le collaborateur dès son arrivée, dès son onboarding, jusqu'à la sortie, et ce, le plus tard possible. Donc en passant par des moments d'upskilling, donc vraiment de montée en compétence du collaborateur, de développement de collaborateurs. On est aussi sur des sujets d'organisation, des sujets vraiment au day-to-day, du quotidien, de disciplinaire, d'individuel, de collectif, de mobilité interne également. Donc de masse salariale, et puis de pilotage aussi de ce qu'on appelle de headcount en fait chez nous. Mais tu n'as pas toujours fait ça? Non, puisque anciennement j'ai été donc chez Vinci pendant une dizaine d'années. Alors j'étais toujours dans la filière métier RH, mais plutôt sur la partie talent acquisition, donc recrutement, sourcing, chasse de tête, approche directe. Et j'ai aussi beaucoup travaillé sur la marque employeur, les réseaux sociaux, les relations écoles, le développement aussi des talents, bien sûr. J'en parlais tout à l'heure sur les programmes d'upskilling. Et avant Vinci, ce qui m'a lancé dans le monde de l'entreprise, c'est un cabinet de recrutement qui s'appelle Page Personnel, où j'ai appris justement le métier de recruteur, donc de consultant recrutement. Et avant ça, j'ai été footballeur professionnel pendant une bonne dizaine d'années, 12 ans exactement. Et donc, comment est-ce qu'on passe de footballeur professionnel au monde des RH et au monde du corporate de l'entreprise, du coup? Écoute, ça n'a pas été si simple, en fait. Souvent, j'entends le terme de reconversion. Moi, je crois sincèrement que ce n'est pas une reconversion. Déjà, c'est une réorientation. Parce que je suis convaincu que le sportif de haut niveau, dans n'importe quelle discipline, il a des talents cachés, notamment sur la dimension soft skills. Je pense qu'on y reviendra juste après. Et du coup, quand j'ai commencé à réfléchir à la suite, j'avais 27, 28 ans et je ne savais pas quoi faire. Je me suis beaucoup renseigné auprès de mon réseau plus ou moins élargi, donc réseau de famille, réseau d'amis d'amis. J'ai eu la chance d'avoir continué mes études malgré un parcours de sportif de haut niveau, donc dans les centres de formation, puisque je suis passé par le Paris Saint-Germain. Et donc j'ai été jusqu'au Master 1 à l'Université de Paris-Dauphine sur le diplôme Sciences, Économie et Gestion du sport. Donc ça, c'était en parallèle de ta carrière de sportif? Absolument. C'était en parallèle même de ma formation de sportif, puisque j'étais encore en formation. Et donc j'ai ressollicité un petit peu ce réseau d'étudiants qui est devenu des profils embauchables et embauchés pour le coup. Et beaucoup d'échanges, d'allers-retours, de ping-pong sur vraiment comment je pouvais me réorienter dans le monde de l'entreprise. Et c'est là où un de mes anciens collègues, qui est toujours un ami aujourd'hui, qui s'appelle Romain Voinis, qui m'a proposé d'aller chez Page Personnel en me disant ton profil, ton parcours peut intéresser plus que tes hard skills, donc tes compétences techniques. Et pourquoi on est arrivé à parler justement du recrutement et des cabinets de recrutement? C'est parce que le métier de consultant recrutement, il est très proche de celui du métier d'agent de joueur, où quand tu es agent de joueur, tu dois aller scouter, tu dois aller chercher des pépites, des talents autour des terrains, des jeunes ou des moins jeunes. Et derrière, si tu arrives à trouver cette pépite, c'est de l'accompagner pour lui trouver des opportunités, le conseiller aussi dans sa gestion de carrière, éventuellement sur des investissements. Quelque part, c'est ce qu'on fait aussi avec des candidats. Oui. Alors, on ne va pas sur la partie investissement, mais en tout cas, tu l'auras compris, je pense, sur tout le processus de comment je peux accompagner ce candidat au sein de l'entreprise et derrière, comment je peux le conseiller pour qu'il puisse grandir, évoluer à travers ses skills. Et justement, en parlant de compétences, quelles sont celles
que toi, tu as pu développer dans ta carrière d'athlète. Et d'ailleurs, si tu peux nous parler un petit peu justement de cette carrière et où tu étais, ce que tu as fait, quelles sont peut-être les équipes dans lesquelles tu as joué, nous en donner un petit peu plus. Oui, bien sûr. Donc je le disais tout à l'heure, j'ai été formé au Paris Saint-Germain pendant 5 ans. Donc j'ai fait le centre de préformation et le centre de formation. Donc je suis rentré à l'âge de 14 ans au centre de préformation. Donc tu quittes vraiment le cocon familial à 14 ans pour te retrouver toute la semaine avec une promo d'à peu près d'une vingtaine de joueurs qui rêvent de la même chose que toi, c'est d'être footballeur pro. Et à ce moment-là, tu es au collège. Donc tu dois aussi vraiment allier sport et études et vraiment être performant dans les 2 domaines. Parce que si tu n'es pas suffisamment performant à l'école, tu risques de ne pas jouer le week-end. Et donc évidemment, le centre de formation ou de préformation te met à disposition justement un encadrement pour que tu puisses être aussi performant dans ce domaine des études. Et puis après, le centre de formation du Paris Saint-Germain et des études bien abouties jusqu'au bac. Derrière, j'ai fait un master en sciences économie et gestion à Dauphine. Et au même moment, j'ai joué à l'ESTAC, donc d'abord à Troyes, pendant 2 ans. Et en même temps, je faisais mes études du coup pour pouvoir continuer ma formation. Et une fois que celle-ci a été terminée, j'avais à peu près 21, 22 ans. Et je me suis dit, je n'ai pas pu sacrifier 8 ans de ma vie sans toucher vraiment ce pourquoi j'avais commencé et initié un parcours dans le monde du football. Et j'ai décidé de prendre mon sac à dos avec mes chaussures. Et je suis parti faire des essais à travers l'Europe. Donc des essais, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec mon agent de joueur, on a sélectionné différents clubs en Europe, en Angleterre, en Espagne, en Ligue 2 plutôt, ou en National, donc l'équivalent de la 3e division en France ou de la 2e division, pour pouvoir justement trouver une opportunité de développer et de me développer en tant que footballeur professionnel. Et j'ai eu la chance de signer mon premier contrat pro à Chypre pour 2 ans. Et ça a été une première année extraordinaire puisque on a remporté la Coupe de Chypre pour ma première saison et ce qui m'a donné l'opportunité de jouer l'Europa League la saison d'après. C'était incroyable parce qu'en fait, en l'espace d'1 an et demi, et quand on dit que dans le football tout va très très vite, bah, ça va extrêmement vite pour moi puisque sur ma carrière de 6 ans, 7 ans à peu près au haut niveau, je peux dire que j'ai gagné une coupe et que j'ai joué l'Europa League, alors qu'il y en a qui font des carrières de 15-20 ans et qui malheureusement n'ont pas gagné de titre. Donc voilà, tout ça pour dire qu'avec beaucoup d'humilité, hein, bien sûr je le dis, mais c'est une anecdote qui est intéressante sur la vitesse à laquelle ça peut aller quand on est jeune joueur et qu'on signe dans un championnat qu'on ne connaît pas, dans un environnement qu'on ne connaît pas, une culture qu'on ne connaît pas. Une langue qu'on ne maîtrise pas, le grec, j'ai appris le grec pour le coup quand j'y étais, et ouais, c'était extraordinaire. Et puis après, la carrière, en fait, elle se lance et elle démarre, et j'ai signé ensuite, après ces 2 ans, en Bulgarie, où j'y suis resté un peu plus d'1 an. Malheureusement, il n'y a pas eu de titre à la clé, et une fois que mon parcours en Bulgarie s'est terminé, j'ai été aux États-Unis, à Salt Lake City et à Boston au New England Revolution. Alors c'est un peu particulier à l'époque, puisqu'on ne signe pas forcément des contrats à durée déterminée comme on l'entend en France, avec une vraie protection du joueur ou du salarié, puisque en fait vous signez des contrats semi-garantis. Et donc du jour au lendemain, en fait, dans ce système de la MLS à l'époque, donc je ne sais pas du tout comment c'est aujourd'hui, vous pouvez être licencié, ou en tout cas on vous demande de prendre vos affaires gentiment pour rentrer chez vous. Et donc cette instabilité a fait que je n'ai pas voulu poursuivre et pu poursuivre aussi. Et donc je suis revenu en France et j'ai joué un petit peu en National ou en CFA, à l'époque, donc aujourd'hui c'est la National 2, et jusqu'au jour où j'ai décidé vraiment de me réorienter et non pas de me reconvertir, parce qu'on parle souvent de reconversion. Tout à fait. Moi je ne parle pas de reconversion, je parle de réorientation. Justement, dans tout ce parcours que tu as eu, cette première partie de carrière, quelles sont les compétences que tu as pu développer? Tu parlais tout à l'heure, enfin moi j'ai entendu dans ton discours du coup de capacité d'adaptation, et très largement parce que c'est sortir de sa zone de confort, apprendre très rapidement aussi. Quelles sont les autres compétences justement que tu as pu mettre toi dans ton sac à dos avant de revenir et te réorienter? Moi, je vais parler exclusivement de soft skills. Donc, évidemment, il y a une capacité à pouvoir s'adapter dans un nouvel environnement. Je parlais d'apprendre une nouvelle langue, découvrir une nouvelle culture, un nouveau pays.
s'adapter aussi à des nouvelles personnes, je pense que c'est important. L'équipe, le coach. Absolument. Et puis les codes aussi de cette équipe et de ce pays. Hein. Donc la culture concrètement, c'est comment s'acculturer aussi. Donc je crois sincèrement que c'est une compétence que j'ai pu développer et su développer et qui me sert d'ailleurs beaucoup encore aujourd'hui. Je crois aussi avoir développé à ce moment-là, mais sans le savoir en fait, de la résilience parce qu'on n'est plus dans un environnement qu'on maîtrise, on est complètement hors zone de confort, tu l'as dit. Donc la résilience, c'est à mettre on top hein, des soft skills que j'ai pu développer. Je crois à une bonne dose d'humilité aussi. Pareil, parce que quand on est en découverte, on pose plein de questions. Parfois, on peut paraître bête, entre guillemets, à poser des questions évidentes. Mais ouais, c'est aussi ça l'humilité. Donc je crois que j'ai appris ça. Et puis, je pense que le concept du growth mindset, c'est quelque chose aussi que j'ai pu développer tout au long de ma carrière, mais encore une fois, sans m'en rendre compte, à être en permanence hors zone de confort, à aller chercher l'extra mile, à aller vraiment plus loin que ce qu'on te demande de faire parce que tu es dans un souci où tu dois prouver en permanence, en fait. Tu n'as pas le temps de te reposer sur tes lauriers. Quand tu es étranger dans un pays dans lequel il y a d'autres footballeurs locaux qui ne gagnent pas la même rémunération que toi, qui ont la même envie que toi, c'est de jouer tous les week-ends, il faut être plus performant. Et être plus performant, ça veut dire faire le minimum, ça ne marche pas. Donc tu es obligé d'avoir cet état d'esprit, ce fameux growth mindset, pour aller plus loin et plus haut, et montrer qu'on ne t'a pas recruté pour rien. Que tu mérites ta place. Absolument. Ouais. Et il y a plein d'autres skills aussi. Hein. Je pense aussi vraiment à l'esprit collectif, collaboratif. Penser à soi aussi par moment. Je ne dis pas, c'est important aussi de faire attention à soi, prendre soin de soi, sa propre énergie positive aussi, et la mettre à disposition à bon escient pour éviter de se faire submerger par d'autres. Ça veut dire quoi pour toi, prendre soin de soi, justement ? Comment tu décrirais, comment tu l'as mis en application pour toi et que peut-être tu continues de mettre en application aujourd'hui ? C'est trouver des moments de respiration parce qu'en permanence, on est sollicité. Alors aujourd'hui, sur ma fonction, c'est un job du quotidien et j'adore ça. Accompagner, aider, développer, coacher. Et on s'oublie parfois. Et je crois sincèrement que prendre un bol d'air, une bonne respiration, fait partie intégrante de prendre soin de soi. Se ressourcer auprès de sa famille aussi et des gens qu'on aime, parce que cet amour qui est transmis, ces ondes positives, c'est quelque part aussi de la bonne recharge. Hein. Moi, je crois sincèrement à l'image de la pile qui est rechargeable. À un moment donné, la pile, elle est bien chargée et elle donne beaucoup d'énergie, elle transmet beaucoup, mais à un moment donné, la charge, elle diminue, et puis quand la pile, elle est vide, elle ne marche plus. Je crois sincèrement qu'à un moment donné, il faut se connaître pour se dire, là, je dis stop, j'ai besoin de prendre des vacances, ou j'ai besoin de prendre quelques jours de repos pour se ressourcer et recharger la batterie, et donc cette fameuse pile, pour repartir de plus belle. Sinon, c'est là où on se met en risque, burn-out, stress management. Autre maladie. Psychological safety aussi, c'est important d'être dans une sécurité psychologique, parce qu'on parle beaucoup de physique, quand on parle de fatigue physique, mais il peut aussi y avoir la fatigue psychologique, et je crois que c'est hyper important aussi de pouvoir à un moment donné déconnecter le cerveau du quotidien, parce que quand on est pris dans le day-to-day, c'est pas simple. Donc une très bonne connaissance de soi, je pense que c'est important. Quand tu es arrivé à la fin de ta carrière d'athlète et que tu as commencé à te poser des questions et à échanger avec ton entourage sur le next step, est-ce que tu as eu des doutes, des interrogations, des peurs et quelles sont-elles ? En permanence. La vérité, c'est qu'un sportif de haut niveau, n'importe quel sport, hein, individuel ou collectif, en permanence dans sa tête, ça réfléchit à l'après. Parce qu'on sait très bien que ça ne dure pas toute une vie. Pour certains, il y en a qui commencent la compétition au niveau professionnel à 16-17 ans, mais on sait que pendant 15, allez, 20 ans, on va perdurer, on va avancer, si pas de blessure, si tout se passe bien.
Et donc, cette logique de réfléchir à l'après te met dans une posture de doute en permanence. Et moi, qui suis en plus très cérébral, à essayer de se projeter dans l'avenir, ben, dès 18-19 ans, j'étais déjà en train de penser à l'après. Et donc, même si on a envie d'être performant sur l'instant présent, on est régulièrement rattrapé par « mais qu'est-ce qui va se passer une fois que je vais arrêter ?» Parce que c'est le flou total, complet. Donc, beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. C'est la raison pour laquelle j'ai l'intime conviction qu'il faut faire autre chose pendant sa carrière de sportif de haut niveau pour pouvoir s'aérer l'esprit et puis aller chercher aussi des convictions, trouver ses talents cachés, parce qu'on a des talents qui sont cachés, et ensuite être suffisamment curieux pour s'ouvrir aux autres, parler de ses peurs et comprendre ce que font les autres, pour justement se projeter à un moment donné et se dire bah, ça c'est quelque chose qui me plaît et j'ai peut-être envie d'y aller et de creuser ce sujet-là. Tu veux dire d'aller questionner un peu en exploratoire et d'aller regarder ce que font les autres dans notre entourage ou l'entourage de notre entourage. Et se dire, attends, lui, ce qu'il fait, ça suscite ma curiosité. T'as pas un petit moment et que tu me parles de ton quotidien, de Absolument. Ce que tu fais véritablement. Ouais, c'est cette curiosité-là de comprendre ce que fait l'autre, mais c'est en même temps de lui partager toi tes peurs pour que lui puisse te rassurer. C'est pour ça que je parlais des deux, vraiment de cet échange ping-pong. Et pas uniquement d'écouter et de se dire « Ah tiens, je me projette là-dessus », mais c'est aussi de se dire « Bah tiens, voilà, aujourd'hui, moi, je suis dans cette dynamique, voilà comment je vois les choses et quelles compétences, justement, je suis en train d'acquérir ou que j'ai développé en tant que sportif de haut niveau que je pourrais mettre à disposition sur le métier que tu es en train d'exercer. » Et cet exercice, c'est ce que j'ai pu et su faire, mais inconsciemment, quand j'ai vraiment décidé de me réorienter dans le monde de l'entreprise. Quelles autres étapes t'ont permis justement d'accéder aux fonctions que tu as aujourd'hui? Alors, les rencontres. On apprend beaucoup par les rencontres. D'ailleurs, chez L'Oréal, on parle beaucoup du 70-20-10 en matière d'apprentissage. On est vraiment une learning company, donc une entreprise apprenante, où 70% du temps qu'on va consacrer à l'apprentissage, c'est finalement les rencontres avec ses pairs, c'est observer ses pairs, c'est identifier des points de développement des pairs pour pouvoir essayer de dupliquer ces bonnes pratiques, le partage des bonnes pratiques, etc. Donc, en fait, 70% de l'apprentissage, c'est ça. Et puis après, on a les fameux 20% où on va aller, de notre curiosité naturelle, s'ouvrir à l'extérieur, voir un petit peu ce qui se passe pour se nourrir un maximum d'autres bonnes pratiques dans d'autres entreprises. Et puis les 10% restants, c'est les 10% en formation, en présentiel ou en e-learning ou à travers des POC et des MOOC et des conférences, etc. Donc je crois sincèrement que cette dynamique d'apprentissage en permanence te permet aussi de te développer quotidiennement. Donc il y a la rencontre avec des personnes, il y a du coup l'apprentissage de différentes manières. Quelles ont été les autres étapes qui ont été significatives pour toi et qui t'ont vraiment permis d'être là où tu en es aujourd'hui et d'avoir dompté aussi ce nouvel environnement plus corporate, de travail, avec aussi ses propres codes, sa propre culture? Alors, avant de te répondre, une petite anecdote, c'est vrai que pour comprendre les codes de l'entreprise, ça n'a pas été simple. Le jour où j'ai commencé à faire mon CV, et c'est une anecdote que je raconte souvent, c'est que sur celle-ci, j'ai mis une photo, et j'ai mis une photo de footballeur. Oui, ça fait sourire aujourd'hui, même moi, ça me fait rire. Mais quand on ne connaît pas les codes de l'entreprise, évidemment, je donne mon CV, le recruteur qui voit, et donc j'étais dans un forum emploi, le recruteur qui voit mon CV avec cette photo de footballeur, il me dit « mais pourquoi tu mets une photo de footballeur ?» Je dis parce que c'est ce qui me caractérise. Et donc en face de moi, c'était un cabinet de conseil en recrutement pour les métiers de la comptabilité. Et il me dit, mais en fait, si tu fais ça, moi, je te proposerais d'aller travailler dans des structures comme Decathlon ou Courir, enfin, en tout cas, des structures liées au monde du sport. Et chose que je ne voulais absolument pas. Je voulais vraiment me défaire de cette étiquette. Et c'est vrai qu'en France, on aime bien mettre dans des boîtes, tu as été dans le sport, tu dois rester dans le sport parce que tu as fait une expertise dans le sport. Or, je crois beaucoup
maintenant, enfin depuis maintenant quelques années, mais je crois beaucoup au parcours croisé Oui. d'un secteur à un autre, d'un métier à un autre, parce que c'est une vraie richesse de pouvoir apporter un œil neuf, un nouveau regard sur les choses. Et donc, quand il me dit ça, je commence à questionner ce consultant en recrutement et je lui dis, mais c'est quoi, vous, votre métier? Et c'est là où il me parle justement du recrutement. Et quand je suis rentré chez moi, je me souviens, j'ai dit à ma mère, tu vois, là, aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un qui s'est permis de juger ce que je fais ou ce que j'ai su faire ou ce que je sais faire, et il ne me connaît pas, et pour ça, il m'oriente déjà dans un environnement auquel j'ai pas envie. Sous-entendu, alors il faisait très bien son métier, hein, je ne critique absolument pas, mais sous-entendu, comment tu peux ne pas connaître une personne avec ses envies et ses ambitions, et tu es en train de l'orienter vers un endroit dont il n'a pas envie d'y aller. Et donc c'est là où je me suis intéressé au métier du recruteur et du consultant en recrutement. Et ensuite, après, à travers les rencontres, comme je t'ai dit, avec Romain, où j'ai pu rentrer chez Page. Et puis après, c'est aussi un pari qu'on a fait sur moi, une croyance, en l'occurrence Lydie Bruni-Scholz, qui est aujourd'hui toujours chez Page et elle est partenaire de mémoire. Et elle m'a donné l'opportunité de m'exprimer sur ce métier-là avec cet accompagnement dont on a besoin, de comprendre les codes, de comprendre les outils informatiques qu'on va utiliser, de comprendre les environnements dans lesquels on va être projeté, de comprendre le business aussi. Et ça a été hyper formateur pour moi. Et en fait, tout est parti de là. Ce métier-là m'a permis de comprendre comment fonctionne une entreprise sur les process de recrutement, comment un cabinet extérieur accompagne une entreprise dans ses processus de recrutement. Et après, il y a eu toute la dimension onboarding, digitalisation des process, and so on. Et après, j'ai pu intégrer Vinci, où j'y suis resté presque 10 ans. Et c'est là aussi j'ai continué à développer mes compétences pour devenir un RH confirmé. Alors, beaucoup sur la partie talent development et recrutement et parcours de carrière et skills, etc. Et ensuite, je suis arrivé chez L'Oréal et depuis 3 ans, j'essaye vraiment de mettre à disposition tout mon bagage soft skills que j'ai appris dans le monde du sport d'abord, qui fait vraiment mon profil, ma singularité. Oui. Et ensuite, tout ce que j'ai pu apprendre aussi bien aussi en cours à l'Université de Paris-Dauphine, puisque j'ai eu la chance de faire donc un MBA en management des ressources humaines. Et puis en même temps, ce que j'ai pu capitaliser à la fois chez Page et chez Vinci. Oui, donc tu as aussi investi dans une formation conséquente qui t'a permis aussi d'acquérir toute la partie aussi hard skills, technique. Absolument. Des RH. Mais j'avais pas le choix en même temps. J'avais pas le choix parce que en fait, j'étais pas entre guillemets bankable. Et pourtant, quand je sors du football, j'ai un bac plus 4. Mais c'est pas suffisant. Je me rends compte très vite que c'est pas suffisant, qu'il va y avoir à un moment donné un plafond de verre sur le niveau de diplôme par rapport à mes ambitions personnelles, qui étaient de continuer à grandir et à progresser avec beaucoup d'humilité. Mais j'ai vite compris qu'il fallait que j'aille sur un bac plus 5, voire plus, parce qu'on est obligé de faire plus que les autres, ayant un parcours non pas atypique, encore un terme que je déteste, mais plutôt différent. Et en fait, c'est comme si j'emprunte une autoroute parallèle à ma génération, qui est bien en avance sur le métier RH, parce que j'ai eu une autre vie avant d'être dans la vie de l'entreprise. Et puis en fait, là, je mets le turbo. Et pour mettre le turbo, quand eux, ils s'arrêtent au stand, moi, je ne m'arrête pas. Je continue pour rattraper le retard. Jusqu'au jour où j'arrive au même niveau. Et en fait, la machine, elle est lancée et elle n'a pas envie de s'arrêter. Et donc, ce MBA que j'ai pu réaliser pendant près de 24 mois, avec un mémoire de recherche qui nécessite quand même d'aller chercher l'information, encore une fois, d'aller chercher, grâce à ta curiosité naturelle, de comprendre l'environnement pour projeter un petit peu aussi ce que tu es capable d'apporter en termes de valeur ajoutée par rapport à ton background, en fait, tu continues. Tu continues et tu espères que ça continue le plus loin possible pour toujours surprendre et intéresser et apporter, encore une fois, cette valeur ajoutée. Aujourd'hui, quel conseil tu donnerais à des personnes qui, elles, ne se sentent plus à l'aise dans leur métier, dans leur job, ou dans leur environnement professionnel de manière un peu plus générale, et qui n'osent pas franchir ce pas-là? Je crois que la réponse, elle est dans la question. Il faut oser. Mais pour oser, la réalité, c'est que c'est un mindset.
Je crois beaucoup à la préparation mentale, qui est très sous-estimée en France. Et le sportif de haut niveau, qui soit sur une compétition olympique, on a eu les JO l'année dernière, ou il y aura la Coupe du Monde 2026 très bientôt au football, ou les JO en 2028, pardon, il est indispensable de se préparer, bien sûr physiquement, pour être performant, mais aussi et surtout mentalement. Et en réalité, c'est que cette préparation mentale que moi j'ai réalisée avec un accompagnateur à un moment donné dans ma carrière de footballeur m'a énormément servi pour me connaître moi-même. Et en fait, mon constat aujourd'hui, et ce depuis plusieurs années, c'est que dans le monde de l'entreprise, il y a trop de place au questionnement sur soi, à la place justement d'avoir des convictions et des ambitions. Et à côté de ça, on met le terme « oser » pour aller chercher ce qu'on a vraiment envie d'aller chercher. Mais parce qu'on n'est pas accompagné mentalement. Cette dimension de coaching et de se poser des bonnes questions avec une tierce personne qui va te challenger, mais qui va te permettre aussi d'aller le plus loin possible. D'aller au-delà. Going beyond, exactement. Fameux growth mindset, encore une fois, on y revient. On a eu d'ailleurs sur ce plateau 2 préparateurs mentaux, Jean-Christophe Maisonneuve, qui est un ancien athlète côté plutôt volley et rugby, et qui est aujourd'hui préparateur mental et qui est passé par le retail, d'ailleurs chez L'Oréal. Il a travaillé chez L'Oréal, il a travaillé chez Apple. Et puis on a eu Asma Niang aussi, qui est une ancienne judokate, qui a fait les JO et qui aujourd'hui accompagne à la fois en préparation mentale et en thérapie. Donc ce sont vraiment des sujets aussi qu'on a abordés. Tu as ramené un sifflet. Ouais. En quoi il est important et symbolique pour toi? Même si j'ai une petite idée, mais je me dis qu'il y aura certainement d'autres choses qui vont ressortir de ta réponse. Alors, on parlait de la dimension coaching. Et en fait, depuis maintenant 4 ans, j'entraîne au niveau amateur. Et depuis 3 ans, j'entraîne une équipe qui s'appelle l'AS Orange. Donc, c'est Orange, l'entreprise des télécoms, hein, anciennement donc France Télécom, à Issy-les-Moulineaux. Qui évolue dans le championnat foot entreprise, donc anciennement foot corporatif, qui était très attractif à l'époque. Quand je dis à l'époque, c'est il y a encore 20-25 ans ou même une quinzaine d'années, avec une figure du foot français qui est monsieur Louis Nicolin, à Montpellier, hein, qui était le président et qui accordait beaucoup d'importance justement au foot entreprise et qui permettait d'avoir de la visibilité sur ce championnat. Aujourd'hui, je crois sincèrement qu'il est sous-estimé ce championnat et pourtant, il y a du talent. Il y a du talent parce qu'il y a des anciens sportifs professionnels ou des joueurs amateurs de grande qualité qui viennent dans ce championnat-là. Et donc le sifflet, il est symbolique pour moi parce que le fait d'être sur une fonction de RH et en même temps d'être coach au niveau de l'AS Orange me permet de faire des parallèles entre les deux mondes, entre à la fois le monde du sport et le monde de l'entreprise. Alors le sifflet, pas pour être un arbitre, même si quelque part, en fait, la réalité d'un responsable RH ou d'un DRH, c'est un peu celui qui est le garant des règles et des droits et des devoirs de chacun dans le monde de l'entreprise. Donc, est-ce qu'il peut s'apparenter à un arbitre dans l'entreprise en faisant justement le lien entre la direction générale et les salariés, très en direct avec les représentants du personnel? Voilà, je crois que c'est assez symbolique et ça représente bien la fonction. Et en même temps, de l'autre côté, quand on est coach d'une équipe qui veut aller chercher de la performance, au même titre que dans le monde de l'entreprise, le sifflet, on l'a en permanence parce que l'entraîneur, à l'entraînement, c'est lui qui a le sifflet. C'est lui qui débute l'entraînement avec le sifflet et c'est lui qui arrête le jeu quand il veut travailler sur un sujet en particulier, une stratégie en particulier. Et c'est lui aussi qui est finalement le chef d'orchestre puisqu'il termine avec le sifflet. Et pour moi, c'est assez symbolique. Du coup, le coaching, c'est ça. C'est vraiment celui qui a la prise de recul nécessaire, qui a également ce pas de côté pour observer avec ses croyances, ses convictions, et surtout accompagner pour faire grandir et faire progresser l'équipe. Et d'ailleurs, ça fait donc 3 ans que j'entraîne l'AS Orange, et sur les 3 années, on a rencontré beaucoup de succès puisqu'on a été 2 fois champion de France et 1 fois champion d'Île-de-France. Et ce, avec aussi un effectif qui est très talentueux, mais qui doit être souvent rappelé, non pas à l'ordre,
mais au cadre qu'on s'est fixé ensemble, qui est le collectif avant tout. Le collectif, le collaboratif, le coopératif, la communication. Tout ça, c'est, et là je reprends, je spoil un petit peu une de mes DG chez L'Oréal, la directrice générale adjointe, Barbara Lavernos, qui parle du monde du en fait du monde du collaboratif. Et ce n'est pas que en interne, c'est aussi en externe. Et comment tu vas collaborer avec, par exemple, des startups ou des structures innovantes qui vont venir disrupter un petit peu l'innovation chez toi. C'est la même chose dans le monde du foot. La réalité, c'est que tu vas jouer avec tes joueurs, tu vas les encadrer, tu vas les accompagner, mais tu vas aussi faire venir des gens de l'extérieur pour qu'ils puissent venir les transcender, les inspirer. Et j'utilise beaucoup de méthodologies d'ailleurs qui viennent du monde de l'entreprise, dans le monde du sport et vice-versa, pour aller chercher de la performance. Et je crois sincèrement aux 3 P, parce que c'est 3 valeurs qu'on a travaillé avec mon équipe sur le plaisir, le partage et la performance. L'objectif, c'est que les 3 soient très liés les uns aux autres. Malheureusement, moi, je ne conçois pas juste le côté l'important, c'est de participer. Ça ne m'intéresse pas. Un esprit compétiteur ne le permet pas. Toujours, toujours. Mais bien sûr, avec beaucoup d'humilité, oui, avec beaucoup de résilience, de bienveillance. Mais je crois sincèrement à la valeur travail aussi. Et en fait, quand on prend du plaisir dans ce qu'on fait, je suis convaincu qu'on sera performant. Et quand on est performant, on aime le montrer et on veut le partager. Donc, tout est très lié. Par contre, être performant dans la défaite, pour moi, ça ne marche pas. C'est antinomique. Donc, c'est bien sûr qu'on apprend toujours dans la défaite. Mais à un moment donné, on n'est pas dans la performance recherchée. En tout cas, on ne joue pas pour perdre. On joue pour gagner. Et on évolue pour performer et progresser. Donc, c'est vraiment le mindset et ce fameux growth mindset que j'essaye de proposer à mes joueurs. Et également d'apporter aussi cette fibre-là dans le monde de l'entreprise. Après, tout le monde n'est pas réceptif. Et c'est ça aussi la beauté du métier RH, c'est qu'on doit s'adapter en permanence pour voir un petit peu les intérêts individuels des uns et des autres, mais dans l'intérêt général de l'entreprise. L'individuel dans le collectif. Toujours. Samir, merci beaucoup. Je t'en prie. Merci pour tes partages qui sont très riches et qui nous ont permis de comprendre, toi, ta réorientation professionnelle, ce qui ont été des clés pour toi. Et puis, malgré ce gros mindset aussi, d'où le questionnement, les doutes qui ont aussi contribué à là où tu en es aujourd'hui. Bah, merci à toi, merci pour l'invitation et j'espère sincèrement avoir donné un petit peu de moi parce que je suis aussi beaucoup dans le partage pour d'autres qui écouteront cette vidéo et c'est avec beaucoup de sympathie et de bienveillance. J'en suis convaincue. Merci à vous qui nous avez suivis. On se retrouve dans un prochain Cap ou pas Cap avec un nouvel invité.